On a tous cette image en tête, non? La ruche, un modèle d'harmonie, des travailleuses dévouées, une société parfaite. Eh bien, oubliez tout ça, c'est juste une façade. Parce que derrière cette belle utopie de cire et de miel se cache en réalité une loi d'une brutalité absolue. Et si, en fait, cette société, qu'on nous présente comme un idéal, était fondée sur le meurtre? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément l'énigme qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que la loi de la ruche, elle est simple, absolue et sans appel. Pour qu'une reine puisse monter sur le trône, toutes ses sœurs doivent mourir. Ce n'est pas une question de succession, c'est une pure et simple élimination. Un véritable tournoi à mort orchestré avec un sang-froid glaçant. Alors comment est-ce que tout ça commence? Eh bien notre histoire, elle ne débute pas avec une naissance. Non, au contraire, tout commence par un échec, par la fin d'un règne. Il faut comprendre une chose, le pouvoir de la reine, ce n'est pas sa force physique, c'est son odeur. C'est chimique, elle diffuse en permanence un cocktail de phéromones. Pensez-y comme un parfum de pouvoir. Ce parfum se répand partout dans la ruche et il envoie un message clair à tout le monde. Je suis là, je suis forte, je suis fertile, l'avenir de la colonie est assuré. Mais que se passe-t-il quand la reine vieillit? Ou si elle tombe malade? Eh bien, ce parfum de pouvoir, il s'estompe, il s'affaiblit. Et là, le message change radicalement. Ce qui était un signal d'ordre devient l'odeur du chaos. Pour toute la colonie, c'est une alerte rouge. Sans une reine au sommet de sa forme, la ruche est condamnée à disparaître. Alors, une décision est prise. En silence, froidement. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Les ouvrières, les simples travailleuses prennent le pouvoir. Elles enclenchent le plan d'urgence, le processus de remplacement. Il est temps de lancer l'usine à reine. Alors, comment ça marche, cette usine? Le processus est d'une précision quasi chirurgicale. Les ouvrières sélectionnent quelques larves, des larves tout à fait normales au départ, mais au lieu de leur donner du pollen, comme à toutes les autres, ces élus reçoivent un traitement de faveur, un super aliment exclusif, la fameuse gelée royale. Et en étant gavées de cette potion magique, elles commencent une transformation complète, bien à l'abri dans des alvéoles spéciales, bien plus grandes, les cellules royales. Mais attention, ce n'est pas juste une question de taille. La gelée royale, c'est bien plus que de la nourriture. Elle réécrit littéralement le destin génétique de la larve. Son corps s'allonge, son système reproducteur devient énorme, et le plus important, c'est son dard qui se transforme. Il perd ses barbillons, il n'est plus à usage unique. Non, il devient lisse, réutilisable. Ce n'est plus un outil de défense, c'est devenu une arme conçue pour une seule chose, tuer. C'est l'arme d'un assassin. 16 jours. Voilà le temps qu'il faut. 16 petits jours pour forger une prétendante au trône dans ce laboratoire biologique. Le compte à rebours, avant le massacre, est lancé. On arrive maintenant au 3e acte, le moment fatidique. La première reine potentielle déchire la cire de sa cellule. À peine née, elle n'a qu'une seule et unique mission, une obsession gravée au plus profond de son instinct. Et elle ne perd pas une seule seconde. Animée par une sorte de rage primale, elle se met à parcourir la ruche, à la recherche des autres cellules royales. Ses sœurs. Et dès qu'elle en trouve une, elle n'hésite pas. Elle perce la cire avec son dard et assassine sa rivale avant même qu'elle ne puisse naître, dans son propre berceau. Elle les élimine, une par une. Ok, mais que se passe-t-il si une autre reine réussit à éclore en même temps? Là, la guerre change de nature. Elle devient sonore. La reine, qui est déjà sortie, émet un son très particulier, une sorte de tout aigu et vibrant. C'est un cri de guerre, une déclaration qui résonne dans toute la ruche. Je suis là. Je suis libre, venez me chercher. Et si une autre reine, mature, mais encore coincée dans sa cellule, entend ce défi, elle répond. Mais comme elle est encore enfermée, son cri est étouffé, plus grave. Ça sonne comme un couac. Ce dialogue étrange, ce tout couac, c'est le signal. Le duel final est imminent. Et la confrontation finit toujours par arriver. C'est inévitable. C'est un face-à-face mortel. Un duel entre deux gladiatrices nées et entraînées pour ce moment précis. Pas de règles, pas de pitié, pas de retraite possible. L'objectif est simple, trouver la moindre faille dans la carapace de l'autre et y planter son dard. La première qui y parvient gagne absolument tout, le trône et le droit de vivre. Bon, toute cette violence, ça peut sembler barbare, complètement insensé. Un gâchis terrible, non? Et pourtant, c'est précisément là que se cache tout le génie froid et implacable de la ruche. Alors, on doit se poser la question, est-ce que c'est juste de la cruauté ou est-ce que c'est en fait la forme de contrôle qualité la plus parfaite et la plus impitoyable qui existe? Parce que voilà le point clé, la reine qui survit n'a pas juste eu de la chance, pas du tout,
Par définition, elle est la meilleure. Elle est celle qui s'est développée le plus vite, celle qui est la plus forte au combat, la plus déterminée dans sa mission. En tuant ses sœurs, elle a prouvé, de la manière la plus brutale qui soit, qu'elle possédait les gènes supérieurs. Le meurtre n'est pas le but, c'est le test de sélection. C'est l'épreuve ultime qui la rend légitime. Au final, cette histoire nous enseigne une chose fondamentale sur la nature du pouvoir dans la ruche. Là-bas, le pouvoir, ça ne se donne pas. Le trône, on n'en hérite pas. On le conquiert. Chaque reine qui monte sur le trône est bien plus qu'une simple souveraine. C'est une championne, une survivante, une gladiatrice qui a gagné son titre par le sang.